Bonjour à tous et à toutes, je suis Ludwine et vous écoutez le podcast Human Coders. Dans chaque épisode de ce podcast, j'invite un ou une dev ou professionnel de l'informatique pour parler de techno, de pratiques de développement ou bien de sujets plus généraux mais toujours en lien avec l'informatique. Au programme également, des parcours de dev qui j'espère vous inspireront. Alors tous les épisodes sont disponibles sur SoundCloud ou bien votre application de podcast préférée. Pensez à vous abonner et nous laisser des commentaires ou des likes, ça nous fera toujours plaisir. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Alors est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît ? Ouais. Donc je m'appelle Pierre-Yves Lapersonne, je suis ingénieur logiciel chez Orange, euh, où je travaille sur notamment des applications mobiles, iOS et Android, et je fais aussi partie de ce qu'on appelle la gouvernance open source du groupe, qui fait que j'accompagne différents projets dans leur volonté de publier des éléments en open source, ou de contribuer à des projets existants, ou même d'embarquer au travers de produits de l'open source. Donc en fait, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler d'open source dans le cadre de l'entreprise. Et peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous donner un petit peu le contexte En fait, le constat, il est simple. C'est lorsqu'on bosse dans une ESN ou une SS2I, dans un éditeur de logiciels, ou dans une boîte qui fait un peu de dev, à un moment, on se pose la question enfin, on peut se la poser, est-ce que on veut publier quelque chose en open source ou pas? Parce que le fait de le faire, c'est tout sauf anodin. Ça implique beaucoup de choses sur le plan juridico-légal. Ça peut aussi avoir des impacts sur le portefeuille de brevets, sur le business. Et c'est vrai que quand on a la tête dans le guidon et qu'on bosse sur sa librairie, son projet, et bah, on peut se dire que bah, finalement on est vraiment attaché au truc et que soit on a des freins, on n'a pas envie de publier parce qu'on c'est notre bébé, ou soit on veut carrément le faire. Mais si on veut le faire, faut pas spécialement le faire n'importe comment en fait. Voilà. Et donc, justement, la question est de savoir à quoi il faut faire attention avant de se lancer pour éviter de faire des petites boulettes. Alors peut-être la première question ou l'une des premières questions, c'est dans quel cas est-il pertinent de publier son projet en open source ? Parce qu'on n'a pas forcément toujours intérêt à le faire. Ça, c'est une bonne question. C'est même la question que n'importe quel chef de projet ou client peut se poser. Euh, Ça dépend de ce qu'on veut faire. En fait, quand on publie quelque chose en open source, si on se donne les moyens derrière, parce que rien n'est gratuit ni magique, ça nous permet, par exemple, d'attirer des compétences et des contributeurs qu'on n'a pas forcément au sein de la boîte. Admettons, je crée un outil, je crée un projet, je le fais, mais j'ai peut-être manqué de développeurs, ou alors j'ai perdu la compétence entre-temps. Et le fait de mettre en open source, ça va attirer des gens qui peuvent être n'importe où dans le monde, on s'en fiche, et qui vont se dire, bah tiens, ce truc-là, il est fun, il est sympa, j'ai envie de contribuer. Donc tu as un petit peu ce côté, tu sous-traites les contributions, les évolutions à des personnes qui ont des compétences que tu n'as pas ou plus. T'as ce côté-là, par exemple. Tu dis que ça peut aussi avoir un avantage par rapport à d'éventuels recrutements peut-être, ou peut-être juste par rapport à l'image de ton entreprise ? Ça peut être ça. On va pas se mentir, on est en 2020, une boîte dans la tech, plus ou moins grosse, que tu ne vas pas en conférence, que tu ne vas pas dans des meet-up, que tu vas pas dans des user groups et qui n'est pas d'open source, si tu vois que la boîte a fait l'édition logicielle, tu te poses des questions. Tu te dis, ouais, mais bon, tu as un côté un peu rayonnement, visibilité, qui est peut-être à revoir. Ce qu'il y a aussi, c'est que parfois, tu n'as juste pas le budget pour recruter des gens, mais tu as des personnes sur leur temps libre ou autres qui vont contribuer, donc ça c'est cool. Ou alors, tu vas t'apercevoir que potentiellement, tu as quelqu'un qui contribue à ton projet et que ces compétences-là, tu les veux. Donc, il n'y a rien qui t'empêche après de te dire, bon bah écoute, j'aime bien ce que tu as fait, est-ce que tu veux pas passer un entretien, etc. En fait, pour les développeurs, les profils GitHub ou GitLab, en fait, ça c'est un petit peu de portfolio, mine de rien. Tu te dis, bah tiens, celui-là, il contribue sur des trucs. Bon, alors si c'est un projet bidon de morpion ou de jeu de loi, ça sert strictement à rien. Mais quand ça commence à contribuer à des trucs plus sérieux, là on se dit, bah tiens, c'est une personne qui en veut, quoi, qui commence à être vraiment motivée. C'est vrai. Et puis, il y a autre chose aussi, quand tu me parles donc du rayonnement de l'entreprise, mais il y a aussi le fait que peut-être qu'on n'a pas forcément le temps, enfin, c'est peut-être ce que tu essayes de dire,
peut-être qu'on n'a pas forcément le temps en interne de développer un projet de grande envergure et finalement l'ouvrir, ça permet d'avoir beaucoup plus de bras pour le faire et ça pourrait peut-être lui donner un impact bien plus fort. Bah, il y a de ça aussi. Parfois, il y a des moments, tu te concentres sur ton projet, tu veux réduire le time to market parce que voilà, faut y aller, mais tu te dis: «Ouais, mais alors attends, j'ai 2 développeurs, il me faudrait 2 de plus, ou alors il me manque, tel ou tel truc», et le fait d'ouvrir en open source, heu, si jamais tu cloisonnes quand même bien les choses sur les features que tu veux, bah, tu peux avoir des personnes qui embrayent et finalement, ça peut réduire un peu la charge que tu as sur tes devs. Et le fait justement de faire ça, tu gagnes en visibilité, tu vas choper ce manpower-là qui va contribuer et tu vas même pouvoir, par exemple, avoir, des, regards externes qui vont dire: «Ouais, mais ce truc-là, c'est pas terrible, ce truc-là, ouais, bah, attention, tu as une faille de sécurité, là, tu peux revoir». Ce qui fait que, bah, finalement, tu as plus de compétences qui arrivent que ce que tu n'as déjà, en fait. Est-ce que tu vois quand même des freins, des choses qui pourraient, faire douter, les entreprises ou des devs là, qui auraient un projet, sympa à le publier, à l'ouvrir? Les freins, ça peut être des réticences de la part de personnes, mais tu peux juste avoir des blocages, comment dire? Légaux. Tu peux te dire, bah, tu as un portefeuille de brevets sur ton produit et tu sais que si jamais, tu publies en open source, potentiellement, tu vas, dégommer un petit peu ton portefeuille. Tu vas te dire: «Ouais, bon, alors attends, tu as eu créé l'innovation, tu as breveté tout ça» et là, tu te dis: «Mince, tu publies un truc et ça va à l'encontre de ce que tu as fait». Ça peut arriver ce genre de choses. Ou alors tu dis: «Bah, tiens, ce projet-là, j'y tiens, c'est super en mode open source» et tu t'aperçois qu'en fait, tu as une filiale ou un partenaire qui a un produit équivalent, qui a fait son business dessus et si ça se trouve, toi, tu as envie de le publier, tu veux bien faire, mais tu es en train de totalement lui savonner la planche. Et ce qui fait que, bah, outre ce côté un petit peu propriété intellectuelle et business, bah, attends, je peux pas trop publier tout de suite parce que, il y a des problèmes, sur ce qu'on fait sur notre marché. Tu peux avoir aussi des problèmes juridiques. Mmh. Admettons, heu, tu, contractualises quelque chose, auprès d'un client ou tu as un prestataire qui peut te dire: «Bon, bah, attends, tu bosses sur un truc, par contre la paternité du code, tu ne l'as pas. Voilà, tu cèdes tes Mmh. droits dessus. Donc du coup, tu peux plus faire grand chose. Tu peux pas publier en ton nom propre». Voilà. C'est notamment, ce qui est défini au travers des CLA, des, Contributor License Agreement, super accent anglais, où en gros, on définit justement les termes de bah, qu'est-ce qu'on peut faire, à qui appartient le code. Et parfois, tu as beau avoir toute la volonté du monde, tu t'es engagé à pas publier sans l'accord, quoi. Donc tu peux avoir des blocages comme ça qui sont plus contractuels. OK, donc supposons que je sois prêt, que je veuille, me lancer et publier, mon projet, en open source. Alors est-ce qu'il n'y a pas quand même des choses sur lesquelles je dois faire attention, notamment par rapport au code? En fait, on va dire qu'il faut faire attention à tout, parce que, on peut se retrouver, avec des petites boulettes, qui vont nous pourrir la vie ou tailler une seule réputation, bah, à ton client ou à ta boîte. La 1re chose, trop bête, s'assurer qu'il y a pas des données sensibles dans le code. Admettons une adresse IP qui est publique. Celle-là, tu l'as oubliée parce que c'est l'adresse, je sais pas, d'un web service. Des hashes ou des mots de passe. Alors même si c'est le mot de passe, d'un compte de test sur une VM ou un conteneur interne, bon, c'est pas dramatique, mais si le test il s'appelle 1 2 3 4, prout, même s'il sert à rien, il est ridicule, tu vois? Ouais. Ça manque de sérieux. Faire gaffe aussi aux identifiants ou, admettons à des adresses mail, parce que les adresses mail de personnes qui fuitent, c'est la porte d'entrée au phishing, par exemple. Ou alors tu as des gens Mmh mh. qui sont pas très sereins à l'idée que ce soit, leur adresse mail, qui soit divulguée. Ça peut arriver aussi. Donc tu as ce côté données sensibles là Mmh. et après, tu peux avoir, bah, un peu, bah, les petites manies des développeurs qu'on a, typiquement les bons vieux copier-coller de code. Voilà. On va tous sur Stack Overflow, on va traîner sur GitHub et parfois on est un peu nos feignasses, on n'a pas envie de réinventer la roue. On fait: «Tiens, ce code-là, il est cool, je le récupère et je le mets». Pour Stack Overflow, ça va. Les, conditions d'utilisation font que, bah, tranquille, tu peux récupérer le code. Par contre, si tu as été récupérer du code sur GitHub qui est sous aucune licence, ce code-là, par défaut, il est propriétaire et c'est absolument pas intuitif. Tu te dis: «Bah, tiens, le code, il est public». Eh bah, non, bah, en fait, il est propriétaire.
Ce qui fait que, tu peux te retrouver à copier-coller du code et on peut te dire: «Ouais, mais attends, ce code-là, il est pas à toi, il est à moi». Et comment tu fais justement pour être sûr, là, si tu trouves un projet GitHub, donc effectivement, tu pourrais avoir le réflexe de dire: «Bah, écoute, c'est sur GitHub, tout le monde peut le voir, je peux le prendre». Comment tu peux être sûr, hein, que tu as le droit de le prendre? Déjà, si tu re faut regarder, le dépôt GitHub du code que tu veux copier-coller. Mmh. S'il a une licence, c'est bon, tu suis la licence. S'il y a pas de licence, que ce soit dans un dépôt GitHub ou dans un gist, donc un échantillon de code qui est publié, les conditions de GitHub sont claires. S'il y a pas le moindre mention de licence, c'est propriétaire. Donc du D'accord. coup, toi, tu vas vérifier, de ce côté-là. Après, va se poser aussi la question de l'originalité du code, parce que bon, si, tu as envie de copier, je sais pas moi, un code qui a pas de qui est sous aucune licence, donc propriétaire, mais bon, c'est juste un, je sais pas, un code qui ouvre une connexion, je sais pas moi, à ton web service qui fait une requête et qui traite un résultat JSON. Bon, Ouais. l'originalité, elle est pauvre. Oui, tout le monde Voilà, peut l'écrire, en fait. voilà, et si je demande à 10 développeurs de faire ça, j'aurai à peu près, la même chose à chaque fois. Oui. Donc on peut se dire, en niveau originalité, ça passe. Voilà, il y a pas de blocage. Mais il faut se poser la question. Euh, L'autre chose à voir aussi, c'est qu'on récupère du code par-ci par-là, regarder les licences qui les régissent, et notamment s'il n'y a pas des petites clauses. Parce que parfois on peut se dire, bah tiens, c'est cool, c'est une licence MIT. Bah oui, mais en fait, si tu regardes au fond du fichier, on va te rajouter une clause comme quoi faut que tu payes si t'as plus de 100 salariés, par exemple. Tu vois. Ça, Ah faut ouais, faire gaffe. OK. Ah ça je savais pas que ça existait, tu vois? Ah si, 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 tu peux faire ta propre licence originale et ça peut créer des problèmes. Tu as des outils qu'on te dit, si tu génères plus de X, 1000, € ou dollars de chiffre d'affaires, tu payes. Voilà. Si tu veux te faire du business avec, tu payes, tu vois? Ou alors, si je sais pas, si c'est un truc, pour de l'armement, on t'interdit d'utiliser, le composant. Voilà, D'accord. ouais, ça commence à arriver avec ce qu'on appelle les licences, éthiques. Où là, c'est des licences qui sont très bouillonnante parce que des organismes comme la Free Software Foundation ou Open Source Initiative torpillent l'idée. Genre, non, ça va à l'encontre de dire que on t'interdit d'utiliser la librairie pour tel ou tel truc, mais ça commence à arriver, quoi. T'en as de plus en plus. Voilà. Euh, Puis après, bon, t'as toujours les petits réflexes de regarder si t'as pas des copyrights qui traînent, parce que qui dit un copyright qui traîne dit t'as peut-être coupé un truc, t'as peut-être copié du code quelque part. Euh, T'as ce genre de choses. Mmh. Et donc pour ça, soit tu, regardes à la main, tu as un petit peu l'habitude, soit tu passes par des outils qui existent, qui sont sur le marché, dont un qui est open source, qui s'appelle, Fossology, et qu'en gros, qui lui va te faire le scan du code et qui va te générer un rapport pour te dire: «Bon bah là c'est cool, là attention, tu telle licence, là il y a un copyright mais il fait référence à un truc, je sais pas c'est quoi». Donc voilà. Et donc finalement, avec tout ça, tu as déjà passé en revue, ton code source. OK. Bah, on mettra le lien vers l'outil que tu as cité parce que Ouais, je pense que, ça me semble un outil indispensable pour pas passer, à la trappe, ouais. de petits copyright ou, licence. OK, donc supposons que j'ai repassé en revue mon code, mon projet. J'ai enlevé toutes les données, potentiellement sensibles. J'ai vérifié qu'il y avait pas de licence, de copyright qui posait problème. Quelle est la prochaine étape? Bah, comment je me lance et comment je publie, enfin, mon projet open source? Une fois que tu as fait tout ce qui est analyse du code et que tu t'es dit, OK, c'est bon, on y va, l'idée, c'est de préparer ton projet à la publication. Et donc, tu as tout un tas de petits trucs à faire, comme déjà choisir la licence que tu veux. Il y a plus de 200 licences open source, donc l'idée, c'est de savoir laquelle tu veux prendre. Voilà. C'est un long débat. Oui, Voilà. j'imagine. Voilà, parce que tu as des licences permissives, très cool, comme la MIT, d'autres qui parlent un peu plus, qui disent: «Bon, bah, voilà, je veux pas que tu fasses, de la récupération de ma marque», comme la BSD3. Heu, voilà, tu en as, très libristes et assez radicales, comme la GPL3, qui va définir énormément de conditions et ce qui fait que, d'un point de vue business, ça commence à être, vraiment compliqué. Ou tu as des classiques, comme la Apache 2, qui fait que tu peux quand même breveter du code que tu as licencié, sous ça. Est-ce qu'il y a une liste avec, toutes les licences quelque part, Alors tu as des sites qui existent comme ça, notamment, Choose a License, qui est fait par l'Open Source Initiative, si je me trompe pas.
qui aide à choisir finalement quelle licence est la plus appropriée. Sachant que dans le monde du libre et de l'open source, il y a vraiment deux entités qui travaillent ensemble, mais parfois qui s'opposent. Tu as la Free Software Foundation et l'Open Source Initiative, ce qui fait que l'un va proposer des licences dures, ce qu'on appelle licences contaminantes, euh, fortement protectrices, où Mhm. là, il va falloir que tu cèdes tes droits, comme la GPL, et l'autre, comme l'OSI, va proposer plus des choses comme la BSD ou la MIT, quoi. Donc, D'accord. peut-être des sites qui existent qui permettent de faire une comparaison, mais toi, en tant que développeur, tu te dis, bon, bah, tu peux lire le texte, mais la licence MIT, de mémoire, c'est 250 mots à lire. Ça se lit très vite. D'accord. La licence GPL, c'est plus de 3000 mots. Ce qui fait que là, si tu as un juriste sous la main, ça t'aide. Donc, une fois que tu as trouvé ta licence, tu as pas mal de petites choses à faire, histoire d'avoir, entre guillemets, quelque chose de propre, qui fait que chacun va s'y retrouver. Par exemple, ton fichier authors.txt, où tu as listé tous tes contributeurs. Voilà, comme ça, tes contributeurs, ils sont identifiés clairement. Ça évite de se farcir ton historique Git ou SVN. Même si je fais que un commit, je serai listée ou il y a quand même un certain nombre de contributions à faire pour apparaître sur ce fichier? Ça dépend de ce que tu veux. Généralement, quand tu fais une contribution significative, c'est quand même de bon ton de créditer la personne, quoi. Sinon, c'est un peu frustrant. Donc, tu as ce fichier-là. Tu as aussi le fichier que beaucoup oublient, le fichier third party, où en gros, là, tu vas lister tous tes composants open source que tu as utilisés. Par exemple, tiens, j'ai utilisé telle librairie pour un codec audio. L'URL du projet est là, et c'est sous telle licence. Donc c'est vrai qu'à la main, c'est long à faire. Tu as des outils qui, il me semble, qui peuvent te générer ça, mais c'est surtout que quand tu utilises certains éléments open source, selon la licence, tu dois les créditer. Tu dois dire, en fait, j'ai utilisé telle librairie. Et si tu le fais pas, potentiellement, tu risques de t'en prendre une, en fait. D'accord, donc ça fait partie du contrat de certaines licences d'explicitement mentionner, c'est ça, le Ouais, projet, voire de rajouter le lien et un certain voilà. nombre d'informations. Le plus souvent, le minimum, c'est tu me mentionnes, voilà, tu vois, tu me crédites. D'autres, comme des licences semi-protectrices, ce qu'on retrouve chez le codec FFmpeg, on te dit, tu crédites les sources que tu as utilisées, enfin de notre version, tu les mets en ligne pour que quiconque le veut puisse récupérer ce fichier-là. Voilà, tu dois rendre disponibles les sources. Si tu les as modifiées, tu dois les rendre disponibles et indiquer clairement ce que tu as fait. Voilà. Donc pour ça, il faut être vraiment vigilant à la licence que tu utilises. Donc du coup, bon voilà, tu as fait ton fichier licence, auteur, sorte partie. Bon, l'autre chose aussi, c'est les entêtes de fichiers. Voilà, tu mets copyright, le nom de ta boîte, tu dis vite fait que c'est sous licence, admettons, Apache, parce que quand tu vois la taille de la licence, tu n'as pas envie de mettre ça dans chaque fichier source, sinon ton fichier source, il fait 3 km. Oui. Voilà, donc c'est un petit cartouche, voilà, c'est assez simple. Et après, bon là tu te dis, tu ça, bon, tu vas avoir des pull requests, des issues, ça peut être vite la foire. Donc tu vas commencer à guider tes contributeurs en leur disant, bon voilà, si vous me faites une pull request, respectez tel truc, tel truc, tel truc. Et Mhm. généralement, c'est dans un fichier à part, genre un contributing. Et c'est là où tu dis, bon on va bosser ensemble, voilà les règles, parce que je vais pas traiter une merge request si tu l'as faite n'importe comment. Donc ça, c'est la partie simple. Et après, selon comment tu as publié et avec qui tu vas bosser, si c'est une autre boîte, un grand groupe ou autre, il va falloir penser CLA et DCO. Donc le CLA, voilà, c'est le Contribution License Agreement, je ne sais jamais. Mhm. Là, c'est, bon, quelles sont les règles qu'on va faire sur la paternité du code, sur les contributions entre toi et un tiers. Ça peut être important quand même de faire ça quand tu bosses avec d'autres boîtes. Et le DCO, c'est le Developer Certificate of Origin. C'est en gros une sorte d'engagement, d'accord, que tu vas faire. Donc généralement, en fait, ça se passe au niveau de tes commits. Tu as une petite option activée qui dit que voilà, tu commits, entre guillemets, en ton âme et conscience, en pleine innocence, en sachant que voilà, c'est toi qui as fait cette contribution, tu as le droit de faire cette contribution, tu connais la licence, et en gros, si jamais il y a une boulette, entre guillemets, c'est pas de ta faute.
Voilà. C'est un petit peu une sorte de déclaration solennelle de bonnes intentions. Voilà. Je sais pas si tu as vu Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Je crois que oui. Bah, en fait, tu as la carte du maraudeur où pour l'ouvrir et l'utiliser, tu jures solennellement que tes intentions sont mauvaises. Bah là, c'est à Mhm. peu près pareil, mais en mode bisounours. Tu jures solennellement que as compris la licence, tu sais ce que tu fais et que tu y vas pas n'importe comment. Voilà. D'accord. Et j'ai l'impression qu'on a oublié de parler du readme, non? Ah bah oui. Alors, Parce que je me souviens que tu m'avais écrit pour préparer ce podcast un petit email et d'ailleurs tu l'avais oublié. Et je eh me oui. rends compte qu'il est encore passé à la trappe. Eh oui, le readme, parce que ça, c'est le genre de truc, c'est tu prends plein de projets, euh, soit t'as pas de readme, soit t'as un readme qui fait 5 lignes, où c'est écrit readme, je sais pas, ok, super. Soit t'as un readme qui est quand même bien fait, et donc oui, il faut y penser, ne serait-ce que pour dire, bon bah voilà, à quoi sert le projet, Mm. comment l'utiliser, voilà, comment le compiler, par exemple. Admettons, si tu utilises une dépendance qui a une licence semi-protectrice qui t'impose de laisser la possibilité de faire une mise à jour de cette librairie, bon, bah, voilà, comment tu fais pour recompiler avec une autre version de ta librairie. Mhm. Tout le petit manuel qui fait que quand tu arrives, le contributeur ils se disent ah ouais, ça c'est bien, c'est guidé, voilà, je sais comment faire, je sais comment compiler, plutôt que de se dire mais c'est quoi ce machin quoi. C'est vrai. Bah, disons, je me dis, ça peut être aussi utile pour avoir l'adhésion des gens, en fait. Si on cherche aussi des Ouais. contributeurs, j'imagine que si le projet est pas clair et qu'on n'a pas les guides pour tout installer, ça va être un peu pénible, non? Ouais, et ça permet de voir où tu mets les pieds parce que tu regardes, tu as un projet, tu vois le source, le third party, la licence. En plus, tu es content, c'est une licence, je sais pas moi, euh, Mozilla Public License, donc un peu plus original. Tu fais, ouais, c'est cool. Et là, tu as un README qui est tout pourri. Tu fais, mais non, mais où est-ce que je mets les pieds? Ou à l'inverse, tu as un README qui te dit toutes les technos utilisées, qui te donne la roadmap du projet. Bah tiens, on voudrait faire ça, 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 avec, je sais pas moi, des captures d'écran ou des photos de ton truc. Et là, tu te dis, ah ouais, ce machin, il est cool. Et là, bah tiens, j'ai forqué, j'ai regardé, j'ai essayé de contribuer. Et ça attire des gens, ça suscite de l'adhésion en fait. Donc ça, c'était pour réussir la publication de son projet open source. Donc je ne sais pas si tu veux creuser un petit peu les licences. Est-ce que ça vaut le coup d'expliquer un petit peu sur quel type de licence s'engager en fonction du projet? Est-ce que je sais pas si est-ce que c'est une question simple à répondre ou pas? Disons que c'est une différence de philosophie et tu peux aborder la question de plein de facettes différentes. Tes licences, elles sont en trois familles. Les permissives, les semi-protectrices et vraiment les protectrices, les très fortes. Et en fonction de ce que tu veux faire, en fonction de comment tu veux te protéger ton projet, tu vas pas prendre la même chose. Après, tu as toutes les petites lignes des licences qu'il faut bien maîtriser, et ça, c'est un taf de juriste, ce qui fait que je vais pas épiloguer trop longtemps sur, sur le sujet, vu que c'est pas mes compétences. Mais admettons, t'as pas envie de te prendre la tête. Tu, la propriété intellectuelle, entre guillemets, tu t'en fiches un peu. La question des brevets, tu veux pas réfléchir. Bon, bah là, tu as le choix entre la licence MIT, qui est facile à lire, Mhm. elle est courte, ou de la licence BSD. Voilà, en gros, D'accord. c'est les mêmes. La licence BSD rajoute dans la version 3 une clause qui dit tu ne prends pas le nom de ma boîte, de mon projet pour faire de la pub. Bon, voilà. Euh, ou alors, tu te dis, bon, alors, je suis pas trop certain, le code est quand même sympa, mais j'ai peur qu'en fait, on me brevette un truc après. Bon, bah là, peut-être falloir regarder d'autres licences. Une de mémoire, la licence Apache 2 te permet quand même de breveter du code une fois que tu l'as publié en ton nom. Voilà, donc si c'est toi qui as publié le code, tu peux breveter dessus, ça te protège un peu. Mhm. Mais des tiers ne pourront pas le faire. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, bon, après, tu as d'autres licences qui sont plus semi-protectrices comme la MPL, la Eclipse Public License, des choses comme ça. J'ai plus les différences en tête, franchement, ça se joue à un détail, à un élément de langage. Ou alors D'accord. c'est un tel qui trouve que sa licence elle est mieux, tu vois. En fait, c'est Ok. la même. Et tu as les protectrices. Là, tu as de la GPL 3 par exemple, où quand tu fais ça, tu veux vraiment protéger le truc, tu es vraiment dans le libre à fond, où tu te dis, je veux pas que quelqu'un récupère mon projet et se fasse un business dessus et mette des brevets. Donc là, c'est vraiment, je publie, mais je veux protéger mon truc et éviter que d'autres, admettons, ne se fassent du cash dessus, ne se fassent un business sur ça, tu vois.
Ça, c'est Ok. vraiment quelque chose où tu verrouilles. Une question qui me vient, c'est est-ce que tu as le droit de changer de licence en cours de route ou, je sais pas, au bout de 2 ans? Je vais pas te répondre parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Il me semble que certaines licences te permettent de proposer des dérivés de ce que tu as fait sous d'autres licences. Donc il y a moyen quand même de se rattraper là-dessus. Mais sinon, si tu as le droit de changer de licence en cours de route, il me semble que oui. D'accord. Bah, on peut laisser en suspens et puis on verra si des gens ont la réponse ou, Voilà, je dirais il me semble, mais je vais te faire une bonne réponse de Normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. OK, Là, c'est toujours le truc où je demande, à ma collègue juriste, d'accord. parce que dans ce genre de cas, vaut mieux enlever tous les doutes. Et justement parce que tu as mentionné plusieurs fois, bah, le juriste ou la juriste, je me demandais en fait, est-ce que c'est indispensable, donc si une entreprise veut open sourcer un projet, d'être accompagnée? C'est un peu comme, si tu fais de la cuisine, si tu veux te faire un super plat, tu peux très bien le faire tout seul, mais à des moments, tes clients, ils sont tellement exigeants, tu as pas envie de te louper, donc là, tu vas essayer de demander à Philippe Etchebest, par exemple. Tu vois? Ouais. Je pense que, ouais, selon ton business, selon ton portefeuille de brevets, tes clients, tes filiales, la taille de ta boîte, tes ressources, à un moment, c'est vrai que si tu peux avoir des conseils d'un juriste, heu, qui va te dire: «Bon, alors attends, fais gaffe, là, tu as des brevets, fais gaffe, tu as tel ou tel contrat». C'est vrai que sur certains moments, être bien entouré, c'est nécessaire et parfois c'est même indispensable, mais c'est pas de manière systématique, quoi. OK. Et pour me rendre compte un peu mieux des choses, tu estimes à combien de temps en fait, toute cette procédure? Entre le moment où tu as envie, d'open sourcer le projet en entreprise et le moment où ça va vraiment sortir? Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Si c'est un projet from scratch que tu as fait, une librairie que tu aimes bien, tu pas de partenaire, tu pas d'enjeu brevet, les personnes qui te contactent, qui veulent publier ça, t'ont préparé la liste des dépendances, je veux dire, en une journée, tu peux régler le truc. Tu peux te dire: «Bon, bah, voilà», tu regardes toutes les conditions, les licences, bon. Mais, admettons, il y a un truc, tu pas trouvé la licence de ce que c'est ou alors, tu as des clauses, un peu exotiques. Là, il va falloir commencer à creuser. Ou Mmh. alors tu commences à travailler avec des partenaires et là tu te dis: «Bon, comment ça se passe sur la propriété du code?» Et parfois, ça peut prendre vraiment plusieurs, jours, plusieurs semaines. Ça va dépendre du nombre d'interlocuteurs que tu as et de la taille de ton projet aussi. Pour finir, est-ce qu'il existe, des communautés peut-être d'entraide, ou des forums, enfin des espaces en fait, pour les dans lesquels on pourrait trouver de l'aide? C'est pas compliqué quand on parle de libre ou d'open source, comme j'ai pu le dire. Sur le site de l'Open Source Initiative ou de la Free Software Foundation, déjà tu peux avoir des premiers éléments de réflexion ou des éléments de conseil. Open Source Initiative avait fait le site Choose the License, il est assez sympa, il va te guider. Mais sinon, bah, si tu veux avoir des questions sur les petits détails entre licences, heu, sur Stack Overflow, il y a une mine d'or de réponses. C'est vraiment trop bête, Mmh. mais ça sert pas que pour le code, ça sert aussi pour des questions plus philosophiques. Ou parfois, quand selon les questions, ça part dans des débats, tu as même des nids à trolls, donc faut faire le tri. Mais, tu peux avoir ça, heu et bah, finalement, tu peux même sûrement avoir des bouquins, des blogs ou des choses comme ça ou des retours d'expérience d'entreprise. Voilà. En cherchant sur le net, tu devrais trouver comme pas mal de choses, parce que les questions que tu te poses sur la façon de faire, sur la licence à choisir, sur, le DCO, tout ça, d'autres personnes se sont posées la question avant toi et tu as beaucoup de projets open source qui existaient avant le tien. Donc Ouais, tu peux facilement t'en inspirer, ouais. OK. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé, toutes tes connaissances, sur le sujet. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter? La publication en open source ou la contribution, c'est quelque chose qui va apporter du fun et c'est un vrai catalyseur social au sein d'une boîte. Ça peut attirer des talents, ça peut donner une bouffée d'air aux personnes, qui ont la tête dans le guidon, toute la semaine et finalement, c'est en faisant ça, en contribuant sur des trucs, en créant ces outils, qu'on peut créer des belles histoires, qu'on peut faire un peu rayonner la boîte et faut tenter. Mais il faut se donner les moyens de bien faire les choses et sur un malentendu, ça peut être vraiment sympa à la fin. Bah, écoute, merci beaucoup, bon, bah, parfait, hein, ta conclusion, j'adore. Merci. Bah, écoute, bah, hâte de savoir si des personnes se seront lancées. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas
à nous laisser un commentaire sous l'article au niveau du podcast ou directement à contacter Pierre-Yves. Je pense qu'il sera heureux de vous répondre. Ouais, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir en discuter sur notre blog.humancoders.com et puis à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter et LinkedIn. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.